Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir parler devant une assemblée aussi nombreuse. Merci aux organisateurs et organisatrices de leur invitation. C'était une invitation qui, pour moi, n'allait pas complètement de soi parce que c'était un peu loin de venir jusqu'à Gap en habitant Paris, etc. Puis bon, finalement, je me suis laissée convaincre et je suis très contente aujourd'hui d'être ici. Malheureusement, je ne pourrais pas rester toute la journée parce que mon train de cet après-midi a été annulé. Bref, donc voilà, des petits aléas. Mais voilà, en tout cas, je suis là ce matin et donc je vais essayer de vous exposer deux, trois réflexions. Et puis, j'aimerais surtout qu'on puisse garder un petit moment pour discuter ensuite. Alors, j'ai d'abord constaté, pris connaissance du sujet de cette journée, cultiver le goût de lire chez les 6-15 ans. Et je me suis dit que finalement c'était une question assez ancienne, que j'avais l'impression d'avoir déjà vu passer, déjà lu. Il y a déjà eu des publications, il y a déjà eu des réflexions depuis longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai l'impression qu'on se pose toujours cette question, comment faire lire, comment donner le goût de lire. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre de Christian Postlaniec, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Donner le goût de lire ». J'ai regardé, ça date des années 90 quand même. Voilà, bon donc, des questions qui reviennent de manière un peu récurrente. Et des questions qui concernent la transmission du goût de la lecture en général, du goût de la lecture aux enfants, et spécifiquement le goût de la lecture aux adolescents, les adolescents étant un public particulièrement insaisissable, difficile à appréhender, soit dérangeant quand ils viennent, on ne sait pas trop quoi faire quand ils viennent, soit dérangeant par leur absence, ils ne viennent pas, c'est quand même embêtant. Bref, voilà, un public qui donne du fil à retordre, disons. Et donc, on a l'impression que on déploie beaucoup d'énergie pour réfléchir à ces questions. On déploie quand même aussi beaucoup d'énergie pour faire des choses. Depuis des dizaines d'années, il y a pas mal d'initiatives qui ont été menées. Mais la question demeure un peu entière, finalement. En tout cas, on se la repose un peu toujours à l'identique. Alors moi, ce que je voulais vous proposer, c'était non pas de vous faire une synthèse de ce que vous trouverez dans le petit livre publié dans la collection LJ+, de lecture jeunesse, accueillir les adolescents en bibliothèque, etc. Ce que je voulais vous proposer, c'était plutôt un pas de côté. Un pas de côté parce que je suis sociologue et en tant que sociologue, on aime bien d'une part s'intéresser à ce que les gens font, écouter des témoignages, s'intéresser aux pratiques, essayer de comprendre ce qui se passe, ce que les gens font, c'est-à-dire vous, les bénévoles, les professionnels, les institutions, mais aussi ce que font les publics, ce que font les gens dans leur vie quotidienne, etc. Et on aime bien essayer de comprendre ce qui se passe, et on aime bien aussi déconstruire. On aime bien aussi dire « d'habitude on dit que… » et en fait non, c'est peut-être pas si simple que ça. Voilà, on aime bien essayer de mettre en question certaines évidences, d'où mon titre un peu plat peut-être, la lecture, plaisir, une fausse évidence. En tout cas, mon point de départ, c'était de regarder le titre de cette journée, cultiver le goût de lire chez les 6-15 ans. Et initialement, j'avais une version antérieure de ce titre qui a un petit peu évolué. Et le titre au printemps, quand la journée a commencé à être organisée, c'était « Comment donner le goût de la lecture plaisir aux enfants et préados ». Et je me suis dit, tiens, cette notion de lecture plaisir, elle est quand même intéressante. On a goût de lire, on a lecture plaisir, et on a finalement tout un lexique qui tourne autour du
du plaisir. Et j'avais envie donc de vous proposer de réfléchir ensemble à cette notion de lecture-plaisir et à ses variantes. Donc plaisir de lire, plaisir de la lecture, goût de lire. Dans un texte de Roland Barthes, on parle de plaisir du texte. Il oppose d'ailleurs plaisir du texte à jouissance du texte. Bon, voilà, donc on trouve différentes formulations qui ne sont pas tout à fait équivalentes. Et on le trouve, ce mot plaisir, dans la bouche des lecteurs, mais on le trouve aussi repris par les professionnels, repris par les institutions. Alors, que les personnes parlent de plaisir pour décrire leur propre expérience, c'est une chose. Que les institutions s'emparent de ce mot, c'est encore une autre chose. Pour ce qui concerne les lecteurs, dire « moi j'aime lire », « moi j'éprouve du plaisir à lire », c'est significatif, c'est une manière de se présenter comme lecteur, de se mettre en scène comme lecteur. Et donc, dans ce cas-là, afficher son plaisir de lire, c'est plutôt bienvenu, c'est plutôt même valorisant. Et c'est une manière de se positionner du côté des lecteurs ou lectrices, notamment à un moment où un certain nombre de personnes sont censées être des non-lecteurs ou non-lectrices, à un moment aussi où la lecture est très valorisée. Donc c'est une manière de se positionner un peu du bon côté, si je peux dire ça comme ça. Et donc non seulement on peut revendiquer son plaisir, mais on peut même dire qu'on est boulimique de livres, qu'on lit jusqu'à plus soif, qu'on oublie même de dormir le soir tellement on peut se laisser emporter par son livre. C'est-à-dire même des formes de lecture un peu limite, enfin un peu débordantes, excessives, sont tout à fait bienvenues. Il y a un réseau social de lecture spécialisé, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Livre Addict. Voilà, bon, revendiquer une addiction, c'est pas si courant, mais pour la lecture, tout va bien. Et donc, vous voyez, c'est un peu étrange parce que c'est une pratique intime, la lecture, qu'on va mettre en scène publiquement, jusque dans ses excès, et même dans ses excès, c'est valorisant. Bon, donc voilà, un peu étrange tout ça. Et le plaisir de la lecture ou l'amour des livres fait partie des attendus, des récits de soi comme lecteur. Dès qu'on parle de sa lecture, eh bien, on va dire « ah, moi j'adore lire, moi j'éprouve du plaisir à la lecture, moi je suis du côté de la lecture plaisir ». Même ce matin, je fais un clin d'œil parce que même ce matin au café, voilà, j'ai entendu ce genre de discours. Donc c'est très courant du côté des lecteurs. Mais on trouve aussi ce discours du côté des institutions et il me semble que là c'est encore moins évident. Pourquoi je trouve que c'est moins évident ? Parce que c'est un vocabulaire qui renvoie à l'intime, qui renvoie à quelque chose d'individuel, et donc on ne voit pas très bien pourquoi les institutions s'en mêleraient. Bon, il me semble. Je m'étais déjà interrogée sur quelque chose d'un peu semblable il y a 20 ans maintenant, au début de ma carrière de chercheuse, en m'interrogeant sur la notion de coup de cœur. J'avais fait un travail sur les coups de cœur des bibliothécaires. Vous pourrez retrouver, si ça vous intéresse, il y a eu un article publié dans la revue Culture et Musée. Bon, bref, peu importe. Simplement, le point de départ, c'était une interrogation, c'était me dire, tiens, coup de cœur, c'est quoi cette affaire ? Coup de cœur, ça donne l'impression d'être quelque chose d'intime, une rencontre qu'on a fait avec un livre qui nous a touchés, on ne sait pas pour quelle raison, mais pour une raison forcément très individuelle. Et non seulement on va l'exposer publiquement, mais en plus on va pas l'afficher comme étant son coup de cœur à soi, c'est-à-dire dans une bibliothèque, on va trouver un présentoir de coups de cœur. Il n'y a pas marqué les coups de cœur de Martine ou de Lucie, c'est les coups de cœur des bibliothécaires, comme s'il pouvait y avoir des coups de cœur communs des bibliothécaires. Et puis, en regardant les présentoirs coups de cœur dans quelques bibliothèques, je m'étais dit, tiens, en plus, ça ressemble d'une bibliothèque à l'autre.
Alors, c'est d'autant plus bizarre. Si c'est quelque chose de singulier et d'individuel, comment après ça peut se ressembler? Bref, donc tout ça m'a paru un peu bizarre. Le côté mettre en scène de l'intime dans une démarche professionnelle et institutionnelle et cette uniformisation qu'on pouvait retrouver. Donc c'était ça qui m'a interpellée et qui m'avait fait démarrer ma recherche. Et voilà, on peut dire que c'est à partir des coups de cœur que je suis devenue sociologue des bibliothèques et de la littérature. Et donc, voilà, aujourd'hui, lecture-plaisir, c'est un peu du même registre. Si le plaisir est une affaire intime, pourquoi les institutions s'en emparent? Et surtout que le plaisir, c'est pas quelque chose qui se commande. Donc quand on dit donner le goût de la lecture-plaisir, construisons le plaisir. Ok, mais l'injonction au plaisir, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu difficile. Soit on prend du plaisir, soit on n'en prend pas. Mais dans quelle mesure l'institution peut intervenir quelque part? Sans doute, elle peut initier à des pratiques. Sans doute, elle peut faciliter des pratiques. Après, est-ce qu'elle peut vraiment construire le goût? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle peut convertir? Est-ce qu'elle peut faire passer du déplaisir au plaisir? Est-ce que c'est pas une gageure de se donner une telle mission? Voilà, je vous laisse réfléchir à cette question. En tout cas, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à cette question de la lecture-plaisir. Et pour ça, je vous propose trois moments. D'abord, interroger la place de ce plaisir dans les politiques publiques de la lecture. Ensuite, interroger plus spécifiquement de quel plaisir on est en train de parler, puisqu'en fait, il y a différentes formes de plaisir qui viennent s'entremêler. Et ensuite, dans un troisième temps, réfléchir aux conditions de possibilité de ce plaisir. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce plaisir soit possible? Alors, pour ce qui concerne le plaisir dans les politiques publiques de lecture, bon, les politiques publiques de lecture, je veux dire les politiques d'encouragement de la lecture, les politiques d'initiation à la lecture, donc déjà l'enseignement de la lecture, mais ensuite le déploiement d'une offre de bibliothèque, etc. Donc, c'est des politiques de lecture qui sont portées à la fois par l'Éducation nationale et par le ministère de la Culture. Enfin, c'est les deux ministères, les deux volets. Et donc, dans ces politiques, on trouve ce mot plaisir. Dans les politiques, c'est-à-dire y compris dans des circulaires. J'ai trouvé par exemple une circulaire signée par Jean-Michel Blanquer, une circulaire de rentrée dans laquelle le mot plaisir apparaissait 5 fois dans le document. Bon, on ne s'attend pas forcément dans une circulaire de rentrée à voir ce mot plaisir mis au cœur comme ça, mis au centre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot plaisir, il est toujours associé à la lecture, à la littérature, éventuellement à la musique, à la pratique de la chorale, je crois. Mais sinon, on ne l'utilise pas vraiment pour les autres domaines, comme si les autres domaines étaient forcément dépourvus de plaisir, alors que bon, peut-être on peut imaginer un plaisir de converser en langue étrangère, un plaisir de faire des expériences chimiques, de résoudre des problèmes mathématiques, un plaisir de maîtriser son corps dans les pratiques sportives, etc. Donc, finalement, voilà, on pourrait avoir du plaisir partout, mais finalement, c'est que autour de la lecture, des arts et spécifiquement de la lecture, qu'on s'occupe de plaisir à l'école, en tout cas. Alors, pourquoi cette place spécifique donnée à la lecture? Parce que la lecture est, parmi toutes les pratiques, une pratique qui fait l'objet d'un investissement très fort de l'État. L'État déploie, alors quand je dis l'État, c'est l'État central, mais c'est aussi les collectivités, les politiques publiques en général. L'État déploie des politiques publiques de soutien à la lecture qui va de l'apprentissage de la lecture à la mise à disposition d'une offre de lecture via tout un réseau de bibliothèques, en passant par des médiations du livre, en passant par
tout un ensemble de dispositifs de promotion de la lecture, les nuits de la lecture, les partir en livre, les bibliopholies, etc. Et ces politiques de développement de la lecture sont accompagnées d'un discours sur les vertus de la lecture. La lecture, ça sert à... La lecture, c'est bien parce que ça nourrit, ça fait toutes sortes de choses favorables. Ça permet d'apprendre des choses, ça permet de s'ouvrir au monde, ça permet d'accroître sa culture générale, d'accroître sa maîtrise de la langue, de nourrir son imaginaire, de développer l'empathie qu'on peut avoir avec les autres, de développer donc son intelligence émotionnelle. Bref, c'est censé permettre tout. Donc on voit bien que c'est très important. Donc ça sert à quelque chose et même ça sert à des tas de choses. Et en plus, c'est une source de plaisir. Donc vous voyez que quand on dit plaisir, on a un peu l'idée que c'est gratuit. Un plaisir, quelque chose qui apporte du plaisir, ça veut dire qu'a priori, on n'attend rien d'autre que le plaisir. Dans l'idée de plaisir, il y a une notion on va appeler ça désintéressement. Ça ne sert à rien d'autre qu'à soi-même. Mais ici, on ne considère pas que la lecture, ça sert vraiment à rien d'autre, mais le plaisir vient comme une cerise sur le gâteau, comme un argument supplémentaire. Bon, donc encore une fois, ça ne va pas de soi de trouver cet argument-là, puisque dans les autres domaines, l'État ne se mêle pas vraiment des autres plaisirs de la vie. Si vous pensez par exemple à l'alimentation, à la convivialité ou à d'autres domaines, l'État ne se mêle pas vraiment du plaisir, ou bien quand il s'en mêle, c'est plutôt pour le limiter, en alertant par exemple sur les risques d'une surconsommation d'alcool ou d'une alimentation trop grasse ou trop sucrée. Voilà, donc en général, on n'encourage pas plus que ça le plaisir. Et quand on encourage d'autres pratiques qui peuvent apporter du plaisir, comme la pratique sportive, la pratique du cinéma, la pratique des musées, etc., on ne va pas forcément utiliser l'argument du plaisir. Bon, alors on va faire en sorte que la pratique soit possible, on va faire en sorte que les films soient visibles, on va faire en sorte que des médiations soient mises en place, qu'on puisse s'initier, qu'on ait des professeurs compétents, etc., mais on ne va pas plus que ça discourir sur le plaisir. Donc, voilà, c'est bien que la lecture a un statut à part, un statut symbolique, et ce statut symbolique est lié au fait qu'on est dans des sociétés démocratiques qui supposent des citoyens éduqués, donc capables de s'informer, capables de réfléchir, capables de faire preuve d'esprit critique, et donc capables d'accéder à l'écrit comme étant un support essentiel de diffusion de l'information qui va permettre de creuser, d'approfondir un certain nombre de sujets. Ce statut symbolique de la lecture est aujourd'hui renforcé par un discours sur la crise de la lecture. On dit que la lecture est en crise. On introduit les journées en disant la lecture est en crise, donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on va se mobiliser, parce qu'il y a eu un désamour ou une baisse des pratiques, etc. Donc il y a cette idée que la lecture est délaissée. Et effectivement, un certain nombre d'enquêtes produites par le Centre national du livre, tous les ans, tous les 2 ans, le fameux baromètre. Alors, il y a un baromètre les Français et la lecture en général, le baromètre les jeunes et la lecture plus particulièrement. Ce baromètre fait apparaître des variations dans les pratiques, des mutations. Et il y a des tas de chiffres. Je l'ai donné à lire à mes étudiants, à regarder à mes étudiants la semaine dernière. Et une de mes étudiantes m'a dit « Ah, il y a quand même énormément de données dans cette enquête. » Donc, je vous invite à regarder dans ces enquêtes l'ensemble, pas que la synthèse, mais
les 60 pages, le PowerPoint à 60 pages, parce que mais c'est des schémas, ça se lit très vite, mais ça nous apporte plein d'éléments divers. Et à partir de ces données très riches, on tire quelques fils pour mettre en comparaison juste certaines choses et pour construire un discours un peu déploratoire, un peu misérabiliste, disant « Ah, rien ne va plus, les jeunes ne lisent plus, etc. » Et par exemple, on met en comparaison d'un côté le temps passé sur les écrans, d'un autre côté le temps passé sur les livres, en disant « Regardez, c'est des vases communicants, s'il y a plus de temps passé sur les écrans, alors il y a moins de temps passé sur les livres. » Et donc voilà, tout est expliqué. Malheureusement, tout ne s'explique pas comme ça. Et l'enquête elle-même, si vous regardez toutes les pages, elle montre que, par exemple, les réseaux sociaux stimulent la pratique de la lecture, qu'il y a plein d'idées de livres qui sont arrivées aux jeunes par le fait d'avoir entendu parler de choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc, cette opposition entre le livre et le numérique, elle est largement fictive. Bref, bon, je ne vais pas vous faire un topo là-dessus, puisque ce n'est pas mon propos, mais je ne peux pas m'empêcher, puisque ça a été un petit peu esquissé en introduction. Et j'ai écrit récemment un article dans la revue Bibliodiversité, je ne sais pas si vous connaissez, sur cette histoire de crise de la lecture. Et c'est quelque chose qui a déjà été déconstruit par un certain nombre de chercheurs, par Christine Détré, Romain Gaillard, etc. Donc vous pourrez retrouver ces textes aussi. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, à partir du moment où on dit que la lecture est en crise, alors ça paraît d'autant plus important de lire, donc la valeur portée à la pratique, prêtée à la pratique, est d'autant plus importante. Alors, du coup, que vient faire l'histoire de la lecture plaisir ou du plaisir de lire là-dedans? Donc, plaisir de lire, c'est, je vous disais, un argument supplémentaire et c'est une notion qui est mobilisée par différentes institutions. C'est mobilisé à la fois dans le monde des bibliothèques et à l'école. Donc, 2 mots sur ces usages. Dans les bibliothèques, moi j'ai commencé à mener mes recherches sur les bibliothèques. Dans les bibliothèques, on trouve le mot lecture plaisir ou le mot plaisir comme étant une définition même du rôle de l'institution. Nous, on est du côté du plaisir. Nous, on est du côté du plaisir versus les autres. Les autres, c'est l'école. Les autres sont du côté de, on ne sait pas quoi, mais de la contrainte, de l'ennui, de l'obligation. Voilà. Donc c'est une manière pour les bibliothèques de se positionner contre l'école, de se démarquer de l'école et de revendiquer des valeurs positives, de se placer donc du côté du plaisir, donc de la joie de lire, de l'expérience positive, mais aussi de la liberté, souvent associée, plaisir avec liberté, tandis que l'école donc, est renvoyée à uniquement des choses assez négatives. Alors, si on regarde ce qui se passe du côté de l'école, on voit que l'école aussi mobilise en fait ce concept de plaisir. À l'école, on valorise l'effort aussi, mais on valorise aussi le plaisir, et notamment pour ce qui concerne la lecture, on trouve, je vous disais, ce mot plaisir régulièrement. L'articulation entre ces 2 notions, l'effort et le plaisir, qui ont l'air d'être un peu antithétiques, l'articulation n'est pas toujours très claire. Est-ce qu'il faut faire un effort pour avoir du plaisir après, un effort à un moment donné pour accéder à un plaisir différé? Est-ce que le plaisir, c'est la récompense de l'effort? Vous voyez un peu la carotte. Est-ce que le plaisir est là pour faire passer la difficulté, comme
j'ai des images de textes antiques, mais je n'ai pas eu le temps de chercher où est-ce que j'avais lu ça un jour, mais le miel qui vient faire passer le goût du médicament amer, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, dans l'articulation des fonctions qu'on prêtait aux arts ou à la littérature, émouvoir, enseigner, plaire, émouvoir, enseigner, faire plaisir. Voilà, il y a toujours cette articulation et tout ça va toujours ensemble en réalité. Bon, alors aujourd'hui, quand on sait les difficultés de l'école, les inégalités qui existent dans l'acquisition des savoirs, les problématiques d'échec scolaire, la fatigue des enseignants, la diminution des candidats au concours, etc. Les difficultés qu'on a à gérer les classes, à discipliner les corps, à transmettre le goût de l'effort, etc. Bon, c'est pas si évident de voir ce mot plaisir maintenu et de le voir apparaître 5 fois dans une circulaire de rentrée pour y revenir. Mais en tout cas, c'est une manière d'indiquer un objectif, une perspective. Ça veut dire que le but qu'on se donne, c'est non pas seulement un apprentissage technique, même à l'école. C'est pas seulement apprendre à lire au sens apprendre à déchiffrer. C'est pas seulement apprendre à lire au sens apprendre à analyser des textes, etc. Mais c'est aussi accéder à une expérience littéraire, plutôt littéraire, hein, j'y reviendrai, qui serait apportée par des textes riches de sens et susceptibles de toucher. Donc, vous voyez, c'est un objectif, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif ? La question reste entière. Donc, on a tout un ensemble de dispositifs qui ont été inventés. On a des réflexions à l'école sur des formes des activités ludiques diverses. Je vous parlais du livre de Christian Postlaniec, Donner le goût de lire. Voilà, c'est sous-titré des animations pour faire découvrir aux jeunes le plaisir de la lecture. Exactement, on était déjà là-dedans complètement. Donc il y a eu ce genre de réflexion. Il y a eu aussi une introduction de textes réputés riches de sens dès l'école primaire dans les écoles, à savoir des textes de littérature pour la jeunesse, par opposition aux textes qui avant faisaient l'objet de supports d'apprentissage qui étaient un peu plus plats en termes de contenu, mais qui étaient là pour un apprentissage technique. Donc vous voyez, c'est comme si on avait un peu évacué le côté technique pour mettre en avant justement la richesse, ce qui est susceptible d'apporter du plaisir. Mais tout ça est loin d'être évident, et c'est un peu comme si on sautait certaines étapes. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'en venir à un deuxième temps qui est d'essayer de comprendre de quel plaisir on parle et qu'est-ce que c'est le plaisir de la lecture. Le plaisir de la lecture, ou le plaisir littéraire, on peut dire pour commencer que c'est une notion consensuelle, c'est-à-dire que, on l'a déjà dit, tout le monde se retrouve à peu près dans cette idée que la lecture, ça fait plaisir. En tout cas les lecteurs, ceux qui adhèrent à la pratique. Et donc une notion consensuelle, mais une notion finalement ambiguë. C'est pas très bien défini, on ne sait pas très bien de quoi on parle. C'est ce que note Alain Viala dans l'article. Il y a un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire du littéraire. Il y a une petite notice qui s'appelle plaisir littéraire, et le constat qu'il faisait Alain Viala, c'était justement que c'est consensuel, mais finalement ambigu, puisque la notion même de plaisir n'est pas forcément explicitée. Donc on ne précise pas de quel plaisir on parle, et on mélange souvent différentes choses. D'abord, on peut dire qu'il y a un plaisir dans la lecture. J'aime lire, voilà. Donc j'ai du plaisir à lire tout court, à lire sans complément d'objet. Donc ça, c'est une forme de plaisir. Le plaisir éprouvé à la lecture, le plaisir éprouvé dans l'absolu. Et à côté de ça, on a le plaisir éprouvé devant un texte.
j'ai du plaisir à lire ce texte. Et c'est-à-dire à lire un certain objet de lecture qui satisfait à certains critères. Quels critères ? C'est une autre question. Mais voilà, le plaisir qu'on peut avoir devant le beau, c'est un texte bien écrit, un texte avec une musicalité qui me touche, un texte bien construit, bien mené, avec des métaphores, ou je ne sais quoi. Enfin, là, on verra qu'on n'est pas tous d'accord du tout sur les attentes en matière de beau. Qu'est-ce qui fait un beau texte ? Bon. Ça peut être le critère du vrai. Bon, je reprends des catégories très, très classiques. Hein. Le beau, le vrai. Le vrai, c'est-à-dire, on dit, ah, ce texte est juste, ce texte parle des réalités, parle du monde tel qu'il existe, pas seulement parce qu'on est dans les littératures du réel, mais parce que il construit des personnages qui ont une épaisseur, etc. Voilà, donc bon, tout un ensemble de mots qui indiquent que ce qu'on recherche, c'est que ça nous dise quelque chose de nous, du monde, etc. Donc la vérité, la justesse. Et on a aussi le critère du bon, critère moral, qui aujourd'hui n'est pas forcément celui qui est le plus mis en avant. Un texte où les personnages sont admirables. Un texte où les personnages font des choses remarquables et sont des modèles. Ce critère-là, aujourd'hui, pour les lettrés, les professionnels du monde du livre, ce n'est pas forcément un critère tellement important. Mais dans les classes, par exemple, les travaux de Christine Détré ont montré que dans les classes, il y a parfois des malentendus parce que les élèves sont parfois complètement sur ce registre-là, à juger les personnages, à dire « Ah, lui, vraiment, mais c'est pas possible, vous avez vu comment il se comporte, c'est un salaud, etc. » en lisant les textes, hein, je veux dire. Tandis que les profs essaient de chercher les métaphores, etc. Et donc, il y a une sorte de malentendu sur les registres, justement. Et donc, vous voyez, bon, on est bien dans... Voilà, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on trouve souhaitable, quels critères on met en œuvre, et probablement, tout le monde n'a pas les mêmes critères. Alors, après, on peut essayer de raffiner en allant chercher, cette fois, un article qui est un article qui a été écrit par des sociologues qui s'appellent Gérard Mauger et Claude Polliac, dans une enquête c'est un article plutôt issu d'une enquête qu'ils avaient faite il y a déjà assez longtemps, à la fin des années 90, qui avait donné lieu à un gros livre qui s'appelait « Histoire de lecteurs », qui faisait des portraits de lecteurs. C'est un livre assez intéressant. Et à partir de là, ils ont essayé de tirer des conclusions sur ce qu'ils appellent les usages sociaux de la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire, les usages sociaux de la lecture ? Ça veut dire les raisons, les motivations, les intérêts pris par les lecteurs à la lecture. En gros, pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte de lire ? Et donc, il distingue un certain nombre d'usages sociaux de la lecture. Et nous, on peut relier ça à notre problématique du plaisir. Donc, il y a un premier type d'usage social qu'ils appellent le divertissement ou le lire pour s'évader. Et on peut dire que c'est le plaisir de se laisser emporter par des histoires. Il y a vraiment l'idée d'histoire qui vous capte. Se laisser emporter par des intrigues, de vivre des événements par procuration, de s'identifier à des personnages, de jouer avec des émotions, jouer à se faire peur, jouer à se faire pleurer. Donc c'est quelque chose qu'on trouve en particulier dans des genres, y compris dans des genres dont le statut n'est pas complètement légitime. On parlait tout à l'heure de romance ou de dark romance. Voilà, donc ça peut être ça, jouer avec ces sentiments. Plaisir en tout cas de l'évasion, plaisir de l'émotion.
Et ça, c'est un type de plaisir qui n'est pas forcément associé à un type de livre, même si je vous parle par exemple de la romance, mais il est peut-être favorisé, enfin plus facile à obtenir avec certains types de livres qu'avec d'autres. Voilà, il est plus facilement assuré par des livres de littérature que par des livres d'histoire ou de philosophie, il est plutôt assuré par des livres de littérature, enfin des best-sellers, des livres grand public, des thrillers, des romans policiers, etc., plus que par d'autres formes de littérature. En tout cas, c'est le plaisir de passer un bon moment, de s'évader, sans trop réfléchir, sans se prendre la tête, comme on dit parfois, sans avoir à faire d'efforts extrêmes de concentration, et plutôt en se laissant porter, en se laissant émouvoir. Ce que disent Gérard Mauger et Claude Pauliac, c'est peut-être que pour que ça puisse se faire, pour que ce plaisir-là soit possible, il faut que le texte ne soit pas trop compliqué. Pas trop compliqué pour le lecteur. Après, cette histoire de compliqué ou pas compliqué, ça dépend de chacun, ça dépend d'où on en est, des capacités qu'on a, de l'expérience de lecture qu'on a déjà, etc. Mais il ne faut pas que le texte comporte trop d'aspérité, je crois que c'est le mot qu'ils utilisent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de moments où on s'arrête en disant « Ah, quoi déjà ? C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire ce mot ?» ou « C'est qui déjà ce personnage ?» etc. Parce que toutes les fois où on s'arrête comme ça, on a un peu perdu le fil et on ne peut plus se laisser emporter comme ça. Voilà, en tout cas, c'est ces textes-là qui emportent. Donc, je vous disais en introduction que Roland Barthes parle de plaisir du texte. Quand il parle de plaisir du texte, c'est aussi ce plaisir-là, c'est-à-dire le plaisir d'un texte qui nous emporte. Et donc, Barthes, lui, oppose ça à jouissance du texte qui est plutôt associé à des textes plus difficiles d'accès, qui permettent un plaisir plus esthète, plus intellectuel, qui va aussi impliquer peut-être de relire le texte une deuxième fois, de regarder comment c'est fait. Enfin, voilà, c'est une lecture moins accessible. Donc c'est le plaisir, vous voyez, des objets de lecture faciles d'accès, du futile, du divertissement. C'est-à-dire c'est un plaisir qui n'est pas forcément placé très haut dans la hiérarchie des plaisirs. Enfin, c'est même associé à des objets de lecture pas toujours considérés comme recommandables. Le plaisir du feel-good, de la littérature jeunes adultes, de la romance, etc. Bon, donc voilà, ça serait le premier type de plaisir, lire pour s'évader, lire pour le divertissement. Il y a un autre type de plaisir identifié par ces deux chercheurs, qui est le lire pour apprendre, le plaisir d'apprendre des choses. C'est-à-dire ce qu'ils appellent la lecture didactique. Alors didactique, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, parce que c'est un peu connoté négativement, d'être didactique. Mais lire pour apprendre des choses, c'est en fait une fonction essentielle de la lecture, qu'on ne met pas forcément tant que ça en avant quand on parle de lecture plaisir. Plaisir d'apprendre des choses, plaisir de découvrir de nouveaux univers qu'on ignorait, mais aussi de comprendre comment ça marche, de comprendre des sociétés, de comprendre des mécanismes, etc. Et ce plaisir-là, il n'est pas seulement fourni par la littérature, il est fourni par aussi des livres d'un autre ordre, ce qu'on va appeler des documentaires dans les bibliothèques, des livres de sociologie, des livres d'histoire, etc. Mais c'est un plaisir qu'on peut aussi trouver dans les textes littéraires. Et ce qui est intéressant, c'est que même des textes littéraires qui relèvent de la romance, de littérature
grand public, pas forcément très reconnu, des lecteurs vont les mobiliser en disant « Ah, mais j'ai appris des choses dedans, etc. » Donc cette fonction didactique se retrouve finalement dans des objets de lecture assez divers. Moi, je m'étais intéressée à un moment donné à une romance historique, un roman sentimental historique qui se passait au milieu du 19e siècle, qui avait été recalé dans un comité de lecture des bibliothécaires, pour tout vous dire. C'était là, comme ça que j'avais trouvé ce livre-là. J'avais observé un comité de bibliothécaires qui sélectionnait, qui regardait des piles de livres pour voir s'ils les prenaient ou pas, si c'était intéressant de les acheter. Et il y en avait un qui avait été écarté vraiment sévèrement. Sévèrement, je veux dire, il y a eu un petit mot mis sur le livre, et sur ce livre, la personne qui l'avait regardé, la bibliothécaire qui l'avait regardé, avait écrit roman de gare, trop d'adjectifs, indigne des bibliothèques. Vous voyez, bon. Et donc, bon, c'était un peu un jugement à l'emporte-pièce très, très violent et très excluant. Et j'avais été interpellée non seulement par la violence du jugement, mais par le fait que moi, j'avais commencé à regarder le livre, le début du livre, et ça me paraissait quand même pouvoir se lire. Je n'avais pas été choquée tant que ça. Et ensuite, j'avais été interpellée par cette mention trop d'adjectifs. Je n'avais encore jamais vu qu'on ait exclu un livre parce qu'il y avait trop d'adjectifs. Donc, bref, j'avais regardé un petit peu. Mais ce qui était frappant, c'est que, vous voyez, le critère qui était mis en œuvre du côté des bibliothèques, là, c'était un critère assez formel. Et j'avais regardé ensuite sur les sites de vente en ligne, type Amazon ou Fnac.com, etc., des commentaires de lecteurs sur ce livre. Et des lecteurs disaient « j'ai appris plein de choses sur l'histoire du 19e siècle, le contexte politique, aussi qu'est-ce que la médecine à cette époque, puisqu'il y avait une histoire de pharmaciens, etc. » Donc, on voyait aussi un peu des éléments sur la médecine. Et donc, voilà, ils étaient très contents parce qu'ils avaient appris plein de choses. Donc, bon. C'est quoi le titre? Tant qu'à faire. Ben, c'est pas forcément, je dis pas ça pour vous le recommander, mais c'est un exemple d'ouvrage qui, plutôt de genre, qui montre que sur un genre dont on n'attend pas forcément grand-chose que du divertissement, il y a un investissement de la part de lecteurs pour chercher aussi autre chose. Bref, donc c'est ce que j'aimerais simplement qu'on garde en tête, c'est l'idée qu'il y a cette question d'apprendre des choses qui est aussi cruciale. Ensuite, il y a un plaisir qui est le plaisir dans la hiérarchie enfin, c'est pas une hiérarchie d'ailleurs, dans la typologie de Gérard Mauger et Claude Pauliac, il y a un autre type de plaisir qui est ce qu'ils appellent le plaisir esthète. Le plaisir esthète, c'est celui peut-être qu'on a déjà abordé avec la jouissance du texte de Barthes. Le plaisir esthète, c'est le plaisir devant le beau. Bon, le beau, en tout cas le texte qui produit une émotion esthétique. Donc d'un ordre ou d'un autre, hein, on ne sait pas vraiment. Et c'était ça même le point de départ de l'enquête de Gérard Mauger et Claude Pauliac, de dire, tiens, on parle beaucoup du plaisir esthétique, de l'émotion esthétique que sont censés produire les textes. En tout cas, à l'école, dans l'enseignement de la littérature au lycée, etc., on dit, regardez comme ce texte est beau, bon, quelque chose comme ça. Donc c'est censé être la quintessence de la lecture et ce à quoi on doit tendre. Et dans leur enquête, ils cherchaient ce plaisir esthète, voir qui finalement est dans cette optique-là, en lisant, qui recherche ça. Et la conclusion de leur enquête, c'est de dire que finalement, on le trouve, ce plaisir esthète, mais on ne le trouve jamais seul. C'est-à-dire qu'il s'entremêle souvent avec les autres fonctions qu'on a dites tout à l'heure, avec la fonction de s'évader, de voyager, etc., avec la fonction d'apprendre des choses, la fonction didactique, et on ne le trouve jamais à l'état pur.
alors, si on veut creuser un petit peu cette histoire du plaisir esthète, c'est-à-dire la question du rapport aux formes, on peut aller chercher encore un autre auteur qui est un chercheur allemand qui s'appelle Jauss, J-A-U-2-S, Hans Robert Jauss, qui a écrit un texte il y a déjà assez longtemps, dans les années 70, qui s'appelait « Pour une esthétique de la réception ». Bon, c'est un texte un peu complexe, là non plus, comme le roman de tout à l'heure. Je ne vous dis pas que vous devez le lire, mais je vais vous dire simplement une idée qui est intéressante, qu'on peut garder. C'est une théorie qu'il a concernant la manière dont les textes se situent par rapport au genre dans lequel ils s'inscrivent. Donc un texte, j'écris une comédie, je sais comment sont les comédies au moment où j'écris cette comédie. Donc je m'inscris dans ce qu'il appelle un horizon d'attente. À un certain moment, on a telle ou telle attente concernant le genre comédie. Et donc un auteur, soit il respecte ses attentes, donc il fait une comédie telle qu'on les attend, qui marche bien, qui fait rire les gens, en l'occurrence c'est un des objectifs quand même, qui fait rire les gens, qui est efficace. Mais si elle est complètement conforme aux attentes, elle est efficace sur le moment, mais on ne va pas la garder si on prend du recul et qu'on se situe à l'échelle de l'histoire littéraire. Finalement, ces textes-là qui ont été que conformes, on ne va pas les considérer comme marquants. Ils ne vont pas être des jalons dans l'histoire littéraire. Et à l'inverse, il y a des textes qui viennent plutôt rompre avec les attentes. Vous vous attendiez à trouver ça comme comédie, ben moi, je vais vous faire quelque chose un peu différent. Je vais vous surprendre et de fait, je vais aussi modifier les attentes futures. À partir de là, on ne va plus écrire des comédies de la même façon. Voyez, donc c'est les textes qui sont en rupture et qui sont plus finalement marquants. C'est ce que l'histoire littéraire va retenir. Donc quand on enseigne la littérature, on n'a plus que ces textes-là finalement, ces textes qui ont été marquants. Et donc on a l'impression, on met toujours en avant la singularité, etc. Bah oui, forcément, puisque c'est cela que l'histoire littéraire a retenu. Bref, bon, en tout cas, je vous cite ça pas pour vous faire un cours sur Jauss, mais simplement pour que vous voyez qu'il y a une histoire de conformité ou rupture, et en fait, on a des types de plaisirs différents devant ces deux formes-là, devant ces deux types de textes. Les textes qui sont plutôt conformes, ils vont nous donner un plaisir, le plaisir qu'on tire de la conformité, le plaisir des choses qu'on aime bien, qu'on a déjà vues plein de fois, mais qu'on aime bien, qui nous réconfortent, qui nous font plaisir parce qu'elles nous sont familières et elles nous produisent des émotions. Mais c'est pas plus marquant que ça, on va les oublier aussitôt. Et on va avoir d'autres textes qui sont plus singuliers. Et donc c'est un autre type de plaisir, le plaisir de découvrir des choses qu'on n'avait jamais vues, le plaisir de découvrir des formes nouvelles, des manières d'écrire inattendues, le plaisir de l'originalité, de la rupture, etc. Le plaisir d'être bousculé. Donc soit le plaisir de la conformité, soit le plaisir plutôt d'être bousculé par rapport à son horizon d'attente. Donc c'est pas du tout la même chose, évidemment. Donc voilà, à partir de là, peut-être on peut accueillir ces deux types de plaisirs. Le plaisir de la lecture, c'est aussi un plaisir social. Là, j'étais plutôt dans des expériences de lecture qui renvoient au fort intérieur, au ressenti, voilà, comment je suis moi par rapport à ce texte, comment je le ressens, etc., par rapport à mon expérience de lecture, etc. Mais le plaisir de la lecture est aussi un plaisir social, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un plaisir d'être celui qui a découvert un texte. Notamment dans le monde du livre, on trouve souvent cette position-là. Voilà, j'ai réussi à trouver ce texte
que personne n'avait vraiment identifié jusqu'à présent, et je vais pouvoir le dire à mes collègues, à mes proches, à mes lecteurs. Regardez, j'ai trouvé ça, c'est vraiment bien, vous devriez le découvrir, etc. Donc le plaisir du dénicheur, on pourrait dire, voilà, ça c'est un type de plaisir. Mais vous voyez que c'est un plaisir pour soi. Je suis content, moi, d'avoir découvert ce texte qui me distingue un peu de la masse des lecteurs et de la masse des livres dont on parle tout le temps. Mais c'est un plaisir quand même qui se décuple dans le partage. C'est-à-dire, j'ai aussi d'autant plus de plaisir que je vais pouvoir en parler à d'autres. Il y a un autre type de plaisir un peu social qui est le plaisir d'avoir su apprécier des textes réputés difficiles. Voilà, je sais que ce texte est un peu exigeant et un peu difficile, mais moi, il se trouve que je l'ai apprécié. Donc, je suis content, au sens, je suis aussi un peu fière, peut-être, d'avoir réussi à les lire et d'en avoir tiré du plaisir, que pour moi, l'effort et le plaisir l'est emporté sur l'effort. Et donc, c'est pas... il y a une sorte de mise en scène possible de son appréciation de textes difficiles. Dira, moi j'ai adoré Ulysse de Joyce. Ok, moi j'ai pas adoré. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très 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 difficile. Mais c'est valorisant, et à l'inverse, c'est pas facile de dire qu'on n'aime pas Proust, dire non, j'ai pas pu, c'est trop compliqué, voilà, c'est pas évident. Donc là aussi, vous voyez qu'on est dans du social. Donc globalement, il y a du plaisir à pouvoir parler des livres qu'on a lus, à pouvoir échanger autour de la lecture. Il y a un texte de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu, dans un entretien avec Roger Chartier, l'historien du livre, un texte qui a été publié aussi il y a assez longtemps dans un recueil qui s'appelait Pratiques de la lecture. Et dans cet entretien un peu à bâton rompu, Bourdieu dit à un moment donné, il est probable qu'on lit d'autant plus qu'on a un marché pour parler de ses lectures. Un marché, c'est un peu un grand mot, mais qu'on a des gens à qui on va pouvoir parler de ce qu'on a lu. Parce que si, quand on lit des choses, on n'est que à pouvoir se dire soi-même, je suis content parce que j'ai lu ça, mais qu'on ne peut pas du tout échanger, ça rend un peu, ça coupe une partie du plaisir. Donc il y a aussi un plaisir qui est lié au partage. Bref, donc je ne prétends pas avoir fait un tour exhaustif de cette notion de plaisir, mais vous voyez que en disant plaisir, en fait, on parle de plein de choses différentes et tout ça cohabite. Mais si on dit juste on vise le plaisir et qu'on ne regarde pas de quel type de plaisir on parle, on ne va pas y arriver, en fait, je pense. Bon. Ensuite, dernière partie. Ce plaisir, donc dans cette diversité, requiert des conditions de possibilité. Requiert des conditions de possibilité qui sont aussi des conditions sociales de possibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce plaisir n'est possible qu'à certaines conditions. Et donc là encore, quand je disais tout à l'heure, ça ne se décrète pas. C'est pas seulement parce que ça se commande pas, mais c'est aussi parce qu'il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies pour qu'on puisse en tirer du plaisir. Donc peut-être qu'il faut s'attaquer à ces conditions de possibilité plutôt que s'attaquer directement à l'objectif qui serait d'atteindre le plaisir. Ce plaisir de la lecture est une des premières conditions, je vais quand même introduire, une des premières conditions, c'est de savoir lire. Bon. C'est d'ailleurs dans les textes, quand je vous parlais des circulaires signés Jean-Michel Blanquer et des circulaires de l'Éducation nationale, on trouve ce mot « plaisir de lire » associé à la question de l'apprentissage de la lecture. Donc, en gros, on dit on cherche à former des lecteurs et donc
l'idée, c'est que les lecteurs puissent, ces nouveaux lecteurs-là, puissent très vite accéder au plaisir de lire. Donc, il faut qu'ils sachent déchiffrer, et ensuite, ils sauront lire seuls, c'est-à-dire il y a l'idée de passer du savoir-faire à une autonomie de la pratique. Ils vont savoir lire seuls, et à partir de là, ils vont pouvoir tirer du plaisir. Vous voyez, il y a plusieurs étapes. Cette étape de l'autonomie, moi, je l'isole, là, je la distingue. C'est pas plus que ça mise en évidence dans les textes. Là, comment est-ce qu'on construit l'autonomie? De quoi est faite cette autonomie? L'autonomie, est-ce que c'est pas aussi la possibilité de choisir? Est-ce que c'est pas la possibilité d'interrompre, d'abandonner, vous savez, les fameux droits imprescriptibles du lecteur de Daniel Pénac, voilà, la possibilité de faire un peu ce qu'on veut avec les textes. Bon, est-ce que c'est pas ça aussi? Tout ça, les textes ne le disent pas. Mais donc, réfléchissons-y. En tout cas, vous voyez déjà, il faut des compétences, et ensuite, probablement, il faudra trouver des objets de lecture qui sont adaptés. Parce que cette pratique autonome, elle va se déployer sur des objets de lecture. Encore faudra-t-il les trouver. Et adapter, ça veut dire ajuster. Ajuster à un certain nombre de conditions. Bon, j'y reviendrai. Alors, savoir lire d'abord. Savoir lire, ça veut dire, bon, je ne suis pas experte en matière de didactique de la lecture, mais en gros, ça veut dire ne pas achoper sur les mots, déjà. Et ne pas avoir toute son attention même, donc ce n'est pas faire d'erreur, mais ne pas même avoir toute son attention focalisée sur le déchiffrage. Parce que si j'ai toute mon attention pour essayer même de comprendre le mot, j'arrive pas du tout à percevoir le sens, voilà, j'ai 100% de l'attention qui est là-dessus, et pour lire, en fait, j'ai besoin d'avoir seulement une partie de l'attention sur le déchiffrage. Ensuite, dans le savoir lire, il y a parvenir à segmenter les phrases, c'est-à-dire à repérer les mots qui doivent être lus ensemble, etc. Si je fais pas le bon travail de segmentation, je ne vais rien comprendre, la compréhension échappe. Ensuite, il va y avoir une histoire de mémoire. Il va y avoir la nécessité de garder en mémoire les mots lus, déjà à l'échelle de la phrase, pour que quand j'arrive à la fin de la phrase, je me rappelle de comment ça a commencé. Ce qui, d'ailleurs, est quelque chose qu'on retrouve encore dans les questions dans les moments où la lecture est difficile. Je vous disais tout à l'heure, les textes difficiles. Il y a des gens qui disent lire Pierre Bourdieu, c'est difficile. Lire Pierre Bourdieu, c'est difficile parce que quand on arrive à la fin de la phrase, on ne sait plus comment ça a commencé. Et parce que les phrases sont longues, il y a plein d'incises, etc. Et donc, parfois, on est obligé de regarder le début de la phrase pour dire « Attends, c'était quoi déjà le sujet ?» Ah oui, d'accord, ok, donc ça se construit comme ça. Et donc, bon, on est typiquement dans cette question-là de réussir à garder en mémoire les mots lus pour comprendre comment la phrase est construite et ce qu'elle dit. Ensuite, on a cette compréhension cette mémoire à l'échelle du texte. Il faut réussir à garder en mémoire les informations qui ont été distillées au début du texte pour pouvoir les relier avec les nouvelles informations qui nous sont fournies ensuite. Et on doit mettre en relation tout ça. Pas seulement garder en mémoire, mais les associer, se dire « Ah oui, tiens, il y avait ça, et maintenant il y a ça, donc ça dit ça. » Donc il y a un raisonnement qui se fait aussi au fur et à mesure, et c'est à partir de là qu'on construit le sens. Bon, voilà, tout ça dit un peu grossièrement. Mais donc vous voyez qu'il n'y a pas que la question du déchiffrage des mots, sur laquelle on se focalise souvent avec les grands débats récurrents sur méthode globale, méthode syllabique, etc. Voilà. Donc bon, ça c'est peut-être une chose, mais il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. Et quand on dit
il y a tant de pourcents des élèves de 6e qui ne savent pas lire, etc. Ben, en général, c'est pas la question du déchiffrage, mais c'est plutôt justement cette construction à l'échelle du texte, parce que ça implique tout un ensemble de processus cognitifs. Bon, en tout cas, ce savoir lire, il demande des apprentissages solides et il demande beaucoup d'entraînement. Et je voulais simplement citer à ce propos le travail de 2 chercheuses qui sont des enseignantes chercheuses en sciences de l'éducation qui ont réfléchi à cette question et qui ont écrit un livre qui s'appelle « Réapprendre à lire ». C'est 2 chercheuses qui s'appellent Sandrine Garcia et Anne-Claudine Holler. Et dans ce texte « Réapprendre à lire », elles font l'hypothèse que... Enfin non, ça c'est pas une hypothèse, c'est prouvé. Elles montrent que le temps scolaire consacré aux apprentissages techniques et à l'entraînement s'est réduit. C'est réduit peu à peu, ce qui a tendance à défavoriser les élèves qui rencontrent le plus de difficultés ou qui ne s'entraînent pas beaucoup avec leurs parents. Et donc, on va voir se creuser des différences importantes entre les familles. Et donc, elle relie ça au fait que le temps qu'on passe à lire à haute voix, etc., diminue. D'autre part, elles interrogent, alors ça c'est peut-être plus une prise de position, mais elles interrogent les types de textes qu'on donne à lire au moment de ces premiers apprentissages, et elles montrent que les manuels à l'ancienne, avec des apprentissages très progressifs, où on introduit les difficultés l'une après l'autre, sont aujourd'hui plutôt disqualifiés, et au profit d'une littérature qui serait riche de sens, qui pourrait procurer du plaisir, voilà, et qui est notamment la littérature pour la jeunesse. Donc c'est pas qu'elles sont contre la littérature pour la jeunesse, mais c'est qu'elles disent, en gros, la littérature pour la jeunesse, c'est quelque chose qui est un peu complexe. Enfin, c'est des textes complexes, surtout les textes qu'on a envie de recommander, c'est-à-dire des textes qui nous paraissent stimulants, riches, avec un travail intéressant sur l'iconographie et le texte, etc. C'est des choses qui demandent vraiment beaucoup de réflexion, un esprit très agile, etc. Et puis surtout, la matière textuelle, elle n'est pas progressive. Donc, on va pouvoir avoir des sons ou des choses un peu compliquées dès le début. Et donc, elles disent, c'est pas tellement adapté pour apprendre, en tout cas. Et pourtant, ces textes sont valorisés. Et elles dénoncent cette valorisation en disant peut-être que voilà, à vouloir être dans la lecture jeunesse et cette fameuse lecture plaisir qui ferait sens, permettait de ressentir des émotions, etc., on en oublie de faire l'apprentissage technique. Donc voilà, c'est une question que je vous soumets, mais peut-être il faut pas tout mélanger. Après, ça ne veut pas dire que par ailleurs, en dehors de l'apprentissage, on ne peut pas confronter les enfants à des textes comme ça, les leur lire, etc. Et notamment les moments de lecture partagés que les enfants avaient quand ils n'étaient pas encore lecteurs, ils pourraient très bien se poursuivre ensuite. Bon, ensuite, j'avance. Pour des personnes qui lisent sans difficulté, la lecture elle-même n'est pas forcément un plaisir. Parce que il faut d'abord parce que dans la lecture, il n'y a pas que du plaisir. Vous avez tous fait l'expérience de textes qui peut-être ne vous ont pas procuré de plaisir, peut-être vous sont tombés des mains, peut-être vous ont ennuyé. Enfin voilà, c'est pas. Il y a toujours des textes qui nous résistent. Quand on dit ça, c'est plutôt positif quand même, mais qui nous résistent ou bien qui nous tombent des mains, des textes qu'on n'a pas lus au bon moment ou qui ne sont pas faits pour nous. Voilà. Et donc, dans la lecture, il y a aussi beaucoup de déplaisir, en réalité.
je ne sais pas si vous faites cette expérience. Moi, j'ai l'impression qu'il y a au moins, je sais pas, 2 sur 3 des livres que je lis. Peut-être que je suis trop inclusive au départ. Mais bon, finalement, je me dis, ouais, ben non, en fait. Non, je n'ai pas envie de le recommander. Parfois, j'arrête carrément au milieu. Mais voilà. Et en fait, en mettant sur un piédestal cette lecture plaisir, peut-être qu'on fait comme si la lecture c'était automatiquement du plaisir et comme si c'était pas normal d'avoir des difficultés ou d'avoir des moments de déplaisir, alors que ça fait complètement partie. Donc peut-être admettons qu'il n'y a pas que du plaisir. Ensuite, admettons aussi qu'il y a de la difficulté. Que, voilà, même un lecteur expert, c'est pas forcément si simple que ça pour lui de comprendre les textes. Même lui, il y a des moments où il se perd, donc il est obligé de mettre en œuvre des stratégies, il est obligé de relire, de se dire attends c'était quoi le début, etc. Ben, voilà, donc peut-être aussi admettons tout ça pour éviter d'avoir une vision mythique de ce que c'est que l'expérience de lecture. Ensuite, dans ces conditions de possibilité du plaisir, il faut trouver un espace pour lire. C'est-à-dire, il y a des conditions aussi qui sont à la fois matérielles et psychologiques. L'espace du lire. Vous connaissez le texte de Virginia Woolf, une chambre à soi, un espace à soi. Elle parlait plutôt de l'écriture. Elle disait que l'écriture demande d'avoir un lieu où se retirer et écrire. En fait, on peut considérer que pour lire aussi, il faut un espace à soi. Alors un espace à soi qui n'est pas forcément le coin, le fauteuil à côté de la cheminée avec une jolie lampe, une tasse de thé, quand même bien le mettre en scène les influenceuses. Bon, c'est pas seulement ça, mais c'est en tout cas un espace où il n'y a pas trop de bruit, où le bruit ne soit pas dérangeant, où on n'ait pas de sollicitation, où on n'ait pas des enfants qui viennent dire hey, « maman », etc. Voilà, donc un espace où on soit un peu protégé. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vraie vie, les lecteurs arrivent souvent à bricoler des espaces à soi, arrivent à retrouver des espaces à soi dans des endroits plus ou moins improbables, c'est-à-dire aussi bien dans la salle d'attente du dentiste, ou bien chez nous, ça va être dans les transports en commun. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens à Paris qui disent « Ah, moi, j'ai de la chance, j'ai 3 quarts d'heure de RER pour rentrer chez moi. » OK, de la chance, vous voyez, bon, j'ai de la chance parce que ça me permet de lire et à ce moment-là, trouver avoir le livre pour lire et se créer sa bulle dans le métro, ça permet non seulement de lire, mais ça permet aussi de survivre à l'expérience des transports, en tout cas de la trouver moins désagréable. Et donc voilà, c'est ce genre de choses que j'appelle des endroits improbables, mais en tout cas, il y a nécessité de retrouver matériellement un espace où on est soustrait aux sollicitations diverses. Et à l'époque où tout s'accélère, où les sollicitations se multiplient, c'est pas forcément si évident que ça. Donc peut-être travaillons à essayer de retrouver ces espaces. L'espace, c'est aussi un espace mental, c'est-à-dire il faut aussi réussir à se concentrer, à ne pas être happé par 1000 préoccupations, idées qui viennent nous parasiter. Parce que quand on est devant son livre et qu'on ne comprend plus rien, parce qu'il y a trop d'idées autres qui viennent s'intercaler, ça ne sert à rien, on n'avance pas, on ne comprend rien. Donc voilà, il y a aussi cet espace mental-là. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas, mais on doit réfléchir à ces conditions-là pour ne pas simplement considérer qu'on doit lire, qu'on doit trouver du plaisir, etc. Voilà, c'est pas donné à tout le monde parce que ça requiert ces conditions-là. Ensuite, pour terminer, pour qu'il y ait du plaisir, il faut aussi trouver des textes ajustés. Je le disais tout à l'heure, mais je vais en dire 2 mots de plus. Des textes ajustés, ça veut dire des textes qui nous fassent plaisir. Donc ajusté, c'est l'idée d'être adéquat à un lecteur ou une lectrice à un moment donné. Donc c'est
c'est pas le même texte qui va réussir à être adapté à tout le monde. Et adapté, ça veut dire adapté en termes de niveau, de complexité, mais ça veut dire aussi adapté en termes de questions traitées, de thématiques, de manière d'écrire aussi, de goût. Voilà, donc tout ça varie. Tout ça varie, enfin, ces questions-là de plaisir devant tel ou tel texte varient socialement, varient en fonction de l'âge, en fonction du genre, en fonction des classes sociales, en fonction de tout un ensemble de paramètres. Donc on ne va pas pouvoir travailler avec les mêmes textes avec tout le monde et proposer les mêmes textes à tout le monde. Donc c'est là sans doute que les bibliothèques ont une longueur d'avance sur l'école, enfin, en tout cas des possibilités multipliées, c'est que c'est plus facile avec l'offre qu'on a dans les bibliothèques de proposer des objets de lecture divers et variés. Enfin, dernier point de cette dernière partie, ces conditions de possibilité sont aussi sociales au sens où cette histoire de plaisir, de plaisir de la lecture, ça renvoie à une conception un peu bourgeoise. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être simple. Je veux dire que finalement, l'idée qu'on va faire quelque chose pour rien, juste pour le plaisir, juste parce que c'est chouette, parce que ça va nous apporter quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, soit nous construire, voilà, nous enrichir. Ouais, des choses un peu abstraites. Ça implique de pouvoir être détaché des contraintes quotidiennes, de ne pas avoir trop de questions concrètes à se poser, matérielles aussi. Ça renvoie aux conditions de possibilité dont je parlais tout à l'heure. Mais je veux dire que ça se situe par opposition à l'utile, à faire des choses utiles, faire des choses qui servent. Et peut-être qu'à vouloir toujours mettre en avant le plaisir plutôt que l'utilité, on parle plutôt à certains types de lecteurs plutôt qu'à d'autres. Je regardais là aussi un vieux livre de François de Singly sur la lecture des collégiens qu'il avait mené dans les années 1980, et il posait la question à des adultes qui entouraient ces collégiens pour savoir quel est l'intérêt de faire lire les enfants et pourquoi est-ce qu'à votre avis ils doivent lire. Et dans les classes populaires, on voyait que, par exemple, 75% des personnes disaient pour acquérir des bases de français. Oui, côté, ça doit servir à quelque chose, ça doit servir à une meilleure maîtrise de la langue. Il y avait l'histoire de la question du plaisir, et seulement 18% disaient pour y trouver du plaisir. Ah, c'était très secondaire, en fait, la question du plaisir. Donc, voilà, il ne faudrait pas que le plaisir nous masque tout le reste. Et notamment, finalement, on a vu tout à l'heure que la lecture est aussi utile, enfin, apporte des tas de choses concrètes, notamment tous ces savoirs. Et quand on parle de plaisir, comme on est dans cette vision de la lecture désintéressée, on évacue la lecture qui sert à quelque chose, et de fait on évacue aussi beaucoup la lecture non littéraire, parce qu'on était dans lire des histoires, les personnages, etc. Et donc finalement lire la presse, lire des ouvrages de sciences humaines et sociales, lire des textes qui nous aident à comprendre le monde dans lequel nous vivons, lire des essais militants aussi, à l'heure où les jeunes sont, pour certains, préoccupés des questions environnementales, des questions de genre, des questions diverses et variées de ce genre. Eh bien, peut-être lire des essais militants, lire des textes qui nous aident à comprendre ces enjeux et peut-être à nourrir un engagement. Peut-être c'est aussi
très important, et peut-être qu'on peut valoriser la lecture aussi en allant voir de ce côté-là. Bref, donc au total, il me semble que on gagnera sans doute à éviter une posture défensive. Une posture défensive qui consisterait à dire « Ah, tout était mieux avant etc. Comme si vous voulez sauvegarder voilà, quelque chose qui serait menacé et avec un discours de déploration et un discours un peu nostalgique, ce qui peut quand même être une tendance. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément la meilleure stratégie. Admettre les pratiques d'aujourd'hui dans ce qu'elles ont de divers, prendre en compte aussi les obstacles et les difficultés réelles qu'on peut rencontrer et faire le travail qu'on attend, notamment des bibliothèques, à savoir le travail qui consiste à faire découvrir des choses diverses, y compris dans les domaines qui ne sont pas proprement littéraires. Ça implique évidemment de les connaître aussi, donc de soi-même faire un travail de veille. Et ensuite, proposer des espaces ou des médiations dans lesquels on puisse échanger, trouver des manières de valoriser ces pratiques, etc. Et voilà, donc construire le plaisir, oui, mais peut-être construisons d'abord des pratiques et le plaisir, il découlera, si tout va bien, des pratiques. Okay. Merci de votre attention. J'aimerais savoir comment vous voyez le positionnement, la place des industries culturelles dans ce champ de la lecture. Moi, j'ai tendance à constater sur les dernières années une augmentation du poids, du volume des livres, une identification, enfin en tout cas un courant qui amène les populations à s'identifier à un périmètre assez restreint de références, de livres. Et puis aussi cette notion un petit peu de think different qui encourage les individus à se distinguer, à se singulariser par eux-mêmes. Alors très vite, les industries culturelles, c'est comme plein d'autres choses, c'est pas forcément un ennemi et il faut faire avec. Elles ont l'intérêt de proposer une offre large, diverse, et d'en faire la promotion. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, j'ai lu aussi, c'était la bibliothèque verte ou des choses comme ça qui étaient, bon voilà, finalement très mainstream et pas forcément très intéressantes, mais c'est quand même à partir de là que je suis devenue lectrice. Et donc, quand on cherche à construire une pratique au sens une familiarité, que la lecture devienne fluide et très rapide, je pense qu'on peut tout à fait s'appuyer sur tout ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir. Après, là où peut-être on doit travailler, c'est pour éviter qu'il n'y ait que ça. Et on voit bien que ces industries vont mobiliser tout un ensemble de techniques, marketing, etc., pour faire connaître un certain nombre de productions qui sont plutôt les grandes productions. Et donc, tout ce qui est à côté qui pourrait être intéressant aussi, on ne va pas forcément le découvrir par soi-même. Donc, c'est là que vous allez pouvoir jouer.